commencer. Merci. Donc on vous reçoit, Johan Sfar. Mais je te tutoyais il y a 2 minutes, je me mets à te voyer, donc ça me fait bizarre. Il faut se vous voyez parce que sinon ça exclut le public. D'accord. Donc on vous reçoit, vous, cher public, et vous, Johan Sfar, pour l'Éternel, aux éditions Albin Michel, votre premier roman. On peut commencer par le résumer en quelques mots, sans lire la 4e de couverture. Oui. D'abord, je tiens à dire que je n'ai pas le sentiment d'entrer en littérature ou de prendre une décision grave en me mettant à faire un roman. Je me suis trouvé confronté à un problème pratique simple, c'est que mes lecteurs de bande dessinée n'en peuvent plus de me voir ne pas finir mes bandes dessinées. Pour une raison simple, c'est qu'une bande dessinée, ça fait 40 ou 50 pages, je mets 5 ou 6 mois à la dessiner, et en revanche, j'écris beaucoup plus vite que ça, et j'en ai marre de mettre à suivre, de ne pas faire la suite de mes BD, et je voulais refaire un récit de vampire, et je me suis aperçu très vite qu'il allait faire 500 pages, et que 500 pages en BD, il me faudrait je ne sais pas combien d'années pour les faire. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire un roman. Il n'y avait pas le projet de faire quelque chose de plus noble que ce que je fais d'habitude. J'adore l'endroit d'où je viens. Et par contre, je suis très fier de dire que je peux présenter pour une fois à mon lectorat une histoire avec un début, un milieu et une fin. Même si elle est loufoque, même si elle est bizarre. Ça, c'est la première motivation. Après, il me semble qu'il y a autre chose, c'est que au moment où j'ai fait le Chat du Rabbin, la France et peut-être par extension l'Europe était beaucoup plus apaisée qu'aujourd'hui. C'était il y a 12-13 ans. On ne mesure pas à quel point on a changé en 12-13 ans. Et j'étais encore plein d'espoir sur l'amitié entre les peuples, le projet éducatif, la pédagogie, les relations harmonieuses entre les diverses communautés. Donc très consciemment, j'ai fait une bande dessinée pour que les Juifs et les Arabes s'aiment davantage, pour que les Français aiment mieux le Maghreb, pour que tout ça se passe comme un repas de famille où on va se disputer un peu, mais où ce sera tout de même assez paisible. J'ai le sentiment, en France en tout cas, que toutes les digues sont en train de craquer, et la France, depuis 3 ou 4 ans, mais ça s'est beaucoup accéléré depuis 1 an ou 2, se cherche des boucs émissaires. Et là, depuis 1 an, ça a été d'une violence insoutenable. On s'en prend en permanence. Alors, un coup, c'est les immigrés. Un coup, c'est les homosexuels. Un coup, c'est les riches. Tout est de leur faute. Un coup, c'est le président. Ça, c'est quand même extraordinaire. La violence avec laquelle les Français s'en sont pris à Sarkozy et la violence avec laquelle aujourd'hui ils s'en prennent à François Hollande. Donc, on est dans une France qui a besoin de boucs émissaires, qui a besoin de quelqu'un sur qui taper. Et ça me rappelle tellement les années 30. Je ne dis pas que ça recommence. Je dis qu'il y a un symptôme que l'Europe connaît, que le cinéma de la Oufa a représenté dans le Nosferatu de Murnau, en disant on veut taper sur quelqu'un. Ça a donné le Nosferatu. Et donc, autant Le Chat du Rabbin était un livre d'espoir, un livre d'images assez sucré, assez doux, assez tendre, là, j'ai envie de dire le désarroi d'une Europe ou peut-être d'une France qui ne sait plus faire autre chose que dire la détestation et de dire une recherche de bouc émissaire. Ça commence fort. Par rapport à la première raison que vous donniez pour n'avoir pas fait une bande dessinée, il n'y avait pas l'option, qui est une option possible, d'être scénariste pour un autre dessinateur de bande dessinée ? Oui, puis il y a aussi, alors il y a peut-être autre chose aussi, j'ai toujours dessiné des vampires dans mes bandes dessinées qui sont en général pour enfants, en général très doux, et mes dessins aident à rendre aimables les monstres que je représente. Je l'associe à un souvenir très précis de mon enfance. J'ai perdu ma mère très petit, et à l'école, au bout d'un moment, ça s'est su. Et les gens étaient très gentils avec moi parce que j'avais ce côté orphelin. Et ça m'emmerdait beaucoup. Je ne voulais pas qu'on soit copains avec moi parce que j'avais perdu ma mère. Donc je m'efforçais d'être le clown et de faire marrer tout le monde. Et je voulais surtout montrer que j'étais marrant. Et je crois que ma manière de dessiner des vampires mignons, c'est un peu une façon de dire aimez-moi même si je suis morbide. Et là, enlever les images, c'est un peu dire tiens, est-ce que tu m'aimes quand même si je te raconte ça? Donc là, ça devient complètement différent. Et il y a sans doute une envie de se confronter à un récit totalement dépourvu d'images pour voir ce que ça faisait. Quand j'étais étudiant, j'ai participé à beaucoup de cours de médecine légale, donc des autopsies, et j'étais jamais horrifié par les cadavres parce que j'avais mon carnet en main.
Et les rares fois où j'ai posé le carnet, là j'étais face à la réalité de ce qui était là, et j'avais des hauts le cœur. Donc sans doute enlever les dessins de mes récits, c'est me confronter à ce que je raconte. Quand j'écris à un moment, il arrache le visage de quelqu'un, en dessin je vais le faire de manière imagée, de manière drôle, de manière grotesque. Là quand je l'écris, c'est vous qui vous imaginez ce que ça raconte. Donc il y a ça, il y a aussi l'envie de se confronter à un vrai conflit, à la Première Guerre mondiale, et j'ai essayé de m'élaborer une éthique de l'atroce qu'on voit beaucoup dans le Django de Tarantino. Quand il représente les souffrances qu'ont vraiment subi les esclaves, il est dans quelque chose de froid, de chirurgical et de précis. En revanche, quand il montre la vengeance de son cow-boy totalement imaginaire, il est dans la jouissance, dans le plaisir, et il utilise le sang, comme chez Kurosawa, comme un élément pictural. Moi, c'est un petit peu la même chose. Quand je raconte la Première Guerre mondiale, j'essaie de me souvenir d'Isaac Babel, j'essaie de me souvenir des livres d'histoire, et j'essaie d'être précis, et j'essaie de ne pas prendre mon pied dans le massacre réel. À l'inverse, quand le vampire commet ses atrocités, là ça cesse d'être du sang, ça devient presque du jus de fraise. Donc il y a un jeu sur l'orgueil de ce vampire qui s'imagine qu'il est coupable de quoi que ce soit et qui découvre que les pires choses que pourra faire un vampire n'arriveront jamais à la cheville du moindre bataillon médiocre de la plus périphérique des guerres. J'ai trop parlé. Si moi je peux essayer des réponses ultra brèves. Alors les trois prochaines questions, je vais essayer de répondre que par oui ou par non. Oui, parce que ça survole plein de choses dont on avait envie de parler et du coup on va rebondir dessus. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ces deux époques justement. On parlait de Tarantino, on parlait de la Première Guerre et de donner une sorte de description un peu violente et froide comme ça. Et cette deuxième époque que vous survolez dans le livre, qui est le XXe siècle, et à New York, du coup, qui est la référence un petit peu de Woody Allen, on n'arrête pas d'en parler dans toutes les critiques de votre livre, on a un peu cette référence. Alors pourquoi cette deuxième époque? La première, voilà, vous avez envie de décrire un petit peu cette violence et cette froideur. Pourquoi cette seconde époque? Je crois que c'est pas vraiment New York qui a du sens là-dedans, c'est l'utilisation un peu ridicule d'un personnage de femme new-yorkaise psychanalyste. Il y a, si on veut continuer sur Tarantino, je crois que ce que fait Tarantino avec les films de kung-fu, j'essaye de le faire avec les légendes juives. C'est-à-dire, je peux nommer les 30 ou les 40 ou les 50 auteurs juifs dont je m'inspire et que je pille et que je regarde et dont je porte le deuil quand je fais ce récit-là. Ce qu'il y a derrière, c'est le sentiment un peu triste mais inéluctable qu'on est en train de porter le deuil des grandes voix juives européennes. On n'a plus aujourd'hui un Albert Cohen ou un Romain Gary, on n'a plus un Joseph Kessel, on n'a plus des personnages comme ça qui viennent de l'Est pour nous dire un amour de l'Europe. Si je voulais être encore plus provoquant que ça dans mon goût d'un judaïsme européen, d'un judaïsme culturel, d'un judaïsme provoquant, je dirais que l'Europe est née le jour où un polisseur de lunettes à Amsterdam a décidé que Dieu n'était pas dans le ciel. Le jour où Spinoza s'est mis à écrire, le judaïsme s'est invité en Europe, pas comme une religion, mais comme une pensée explosive, aussi explosive que le jour où Abraham détruit les idoles de son père. Le judaïsme, c'est pas une religion, c'est un iconoclasme. Et le jour où Spinoza écrit ça, il invente l'Europe. Le jour où il écrit ça, on sait que les monarchies vont tomber, on sait qu'il va se créer une unité européenne qui va exister sous la forme de culture et sous la forme de marché. Ce judaïsme-là m'intéresse. En littérature en Europe, on est en train de le perdre. C'est normal, c'est l'histoire. Simplement, on ne peut pas m'interdire d'en être nostalgique et d'en porter le deuil. Et quand je mets des vampires en scène, et quand je mets Gainsbourg en scène, mon vampire là-dedans, il pourrait s'appeler Ernst Lubitsch. C'est un type qui a commencé dans la Oufa, qui a commencé dans les films d'horreur en noir et blanc, et qui découvre que le seul moyen de soigner une Europe morbide, c'est la comédie américaine. Si on voulait avoir une lecture imbécile de ce livre, et comme je suis le plus grand des imbéciles, je vais me l'autoriser, les premières lignes, c'est un type qui n'ose pas coucher avec une nana parce qu'elle est enceinte et que c'est la nana de son frère. Les dernières lignes, il accepte de se mettre dans le plumard d'une nana. Ça lui a mis 500 pages et 150 ans. Et on découvre que finalement, sa plus grande terreur, c'est qu'il avait peur qu'on croie que sa peau était glacée. En fait, ça va. Parlons Lovecraft. Alors pour le coup, pour le coup, vous le dépeignez, bon, à peu près peut-être comme le personnage était vraiment un horrible misogyne antisémite, mais par contre on sent une sorte de vraie filiation et de vrai plaisir à essayer
d'inventer des univers qui lui ressemblent très fort. C'est presque un folklore de plus, en fait. Oui. Alors, lui, il va même au-delà. Je crois que Lovecraft, c'est un des écrivains les plus sous-estimés à cause pratiquement de ses fans. C'est l'inventeur de l'horreur cosmique. Si on doit dire, dans ma perception, peut-être que je me trompe, des moments de tragédie absolue dans notre littérature, on a eu Sophocle, qui nous a expliqué à quel point le monde était aveugle. On a eu Kafka, qui nous a dit que toutes nos tentatives de civilisation et de groupe humain n'allaient pas éradiquer cette cruauté. Et on a eu Lovecraft, qui ouvre les entrailles de la folie, du cosmos, de la détestation de l'autre, et qui réussit à nous les rendre crédibles. Donc évidemment, moi j'en ai fait un personnage ridicule, parce que j'essaye d'être un auteur comique, mais je l'aime au-delà de tout. Ce que j'adore dans le racisme de Lovecraft, c'est que c'est un racisme qui décrédibilise tous les racismes, parce qu'on comprend que ça vient d'une haine pure, ça vient d'une terreur, ça vient d'une science tordue. En fait, globalement, il est persuadé que les Chinois viennent de sous l'eau, que les Noirs viennent de l'intérieur des volcans, et que les Juifs viennent de l'espace. Je résume. Mais il le dit très sérieusement, et ça marche très bien dans ses écrits. Et accessoirement, j'ai une vraie passion pour les récits et le cinéma d'horreur, et je suis assez exhaustif là-dedans. Je crois que j'ai lu tout Lovecraft, et ce qu'il a fait, et ce qu'il a commenté, et ce qu'il a machin. Et pour moi, il représente l'ancien justicier contre les vampires, le type qui luttait contre les monstres avec un pieu à la main pour les détruire. Donc comme ma Rebecca, elle essaye au contraire de les psychanalyser, j'ai besoin de montrer à quoi ressemble l'ancien justicier, l'époque où le chasseur de vampires était un mec. Et évidemment, les méthodes de Lovecraft fonctionnent. Par contre, ma psychanalyste, elle est complètement nulle en psychanalyse. La seule chose qu'elle sait, c'est se jeter par la fenêtre pour que le vampire vienne la sauver, comme dans Superman. Mais du coup, si on continue à parler un peu de littérature, alors il y a cette littérature de genre à laquelle vous essayez de coller un peu, vous essayez un peu de rentrer comme ça dans plusieurs genres de littérature, et en même temps, la chose littéraire, dans votre livre, ça a l'air d'être quelque chose d'hyper important et même de thérapeutique pour le vampire, parce qu'à un moment, il se rend compte que la littérature n'a pas fonctionné, donc il va aller chercher la psychanalyse, et il en vient très vite à comparer les deux à la religion. Et comment ça se passe du coup dans votre tête? Comment le lien se fait de la littérature à la psychanalyse, à la religion, et comment on s'en sort là-dedans? J'ai le sentiment que plus largement, c'est le rapport au drame qui me pose problème. On a quelque chose qui fonctionne beaucoup au cinéma et qui malheureusement a un peu contaminé la littérature, c'est la nécessité de n'ennuyer personne et la nécessité de mettre le personnage dans une succession d'événements. Donc le principe d'un film, c'est qu'on passe tout le film à se dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va lui arriver, et à la fin il y a une conclusion. Or, moi la littérature qui me fait du bien, la littérature dont je viens, je reviens à Sophocle et au cœur antique, j'ai besoin qu'on me dise dès le début ce dont il va être question, j'ai besoin de n'avoir aucune surprise, de n'attendre aucune révélation, mais par contre de vivre la permanence existentialiste du drame. Est-ce que c'est un cow-boy, est-ce que c'est un vampire? Je peux prendre l'archétype que je veux, j'ai besoin qu'il soit aussi passif que Tony Soprano quand il mange des glaces pendant tout un épisode plutôt que de tuer des gens. Le simple fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui va arriver à un vampire. Ce qui m'intéresse, pour paraphraser Steiner, c'est la réelle présence du vampire. Donc pour ça, j'ai besoin de raconter ce que ça fait toutes les nuits, de se réveiller et de devoir être un vampire pendant tellement d'heures, sans projet, sans savoir où on va. Donc évidemment, il va m'emmener nana, mais ça occupe 30 minutes de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait pendant le reste du temps? Alors on va essayer de s'embourgeoiser, on va essayer d'améliorer son caveau, on lui trouve une petite couverture, un machin. Au bout d'un moment, il finit par prendre un chien, parce qu'à force d'entrer chez les gens, il finit par rentrer chez une vieille dame qui était morte depuis longtemps, et le chien était là, donc il s'occupe du chien forcément. Et alors, parce qu'après il faut le nourrir, qu'est-ce qu'on fait pendant la journée? Après, au bout d'un moment, il écrit un roman. C'est pas qu'il a une passion pour la littérature, mais c'est qu'il y a tellement d'heures, il y a tellement d'angoisses, il faut les occuper. Donc ça me plaît beaucoup, de prendre un personnage de récit de genre et de le mettre dans une espèce de permanence. Je crois qu'elle est là, ma recherche. Le tragique, c'est de la permanence. Le tragique, c'est de dire on va broyer quelque chose qui est toujours identique et face auquel le personnage va devoir se déterminer. Est-ce que c'est pour ça que du coup votre vampire, il est tellement, c'est vraiment un vampire hyper classique, c'est un vampire qui vit, qui dort dans un cercueil, c'est un vampire qui ne peut pas voir le jour, c'est vraiment le vampire hyper traditionnel, hyper codé. Je suis très réactionnaire. Je suis très réactionnaire et en musique comme en littérature, je déteste la fusion. Tu sais, tu prends n'importe quelle musique, tu mets de la fusion dedans, ça devient de la soupe. Les récits de vampires, c'est pareil.
on commence à nous faire depuis Twilight des vampires qui sortent le jour, qui font pas peur, qui peuvent avoir des gamins. Je vois plus l'intérêt d'être un vampire. Donc moi, ce qui m'intéresse, si je fais de la musique irlandaise, je vais prendre des instruments irlandais et je vais en jouer. Si je fais un récit de vampire, il faut qu'il puisse pas se voir dans les miroirs, il faut qu'il puisse pas sortir le jour, il faut qu'il supporte pas le soleil. Par contre, je vais expliquer pourquoi, et surtout je vais expliquer comment. Comment on mord les gens, quel plaisir on prend à le faire, ça m'intéresse beaucoup. Comment il s'invente une éthique là-dessus, comment ça fait le vol quand on est un vampire, ça m'a beaucoup intéressé. Mais beaucoup plus que de faire un récit de vampire qui n'en est pas un. Je voulais qu'il soit vraiment dedans. Par contre, c'est long d'être un vampire, ça m'amuse beaucoup. Et ce qui m'amuse, c'est le fait de se réveiller chaque nuit et de ne pas bien se souvenir ce qu'on a fait la nuit d'avant. Et donc de voir que les choses n'avancent pas. J'aime bien aussi qu'il n'ait aucune révélation métaphysique. C'est-à-dire qu'on se réveille après la mort, on s'imagine qu'on va avoir un petit bénéfice religieux, on va être un peu plus croyant, on va avoir une esprit... Non, rien du tout. Alors l'idée qu'on n'est pas plus avancé, ça m'amuse bien. Mais on parle du roman là depuis quelques minutes. Les gens qui sont là l'ont pas encore lu. Peut-être qu'on peut présenter au moins les deux personnages principaux, ceux qu'on découvre dès le début. Donc ces deux frères qui s'appellent Cain et Jonas. L'un des deux meurt, devient un vampire, et sans trop dévoiler l'histoire, l'autre épouse la fiancée de celui qui est mort. À peu près 3 jours après sa mort. Oui, voilà, c'est très rapide. C'est avant le deuil autorisé d'ailleurs, ce qui fait scandale. Ces deux frères-là, moi, ils m'ont intrigué parce qu'il y a souvent ce thème de dualité chez vous. Il y a souvent soit deux personnages qui se complètent l'un l'autre, ou un personnage qui retrouve son double, ou un personnage qui lui-même est complètement dédoublé, ou qui retrouve une partie différente de lui. Est-ce que, alors c'est un peu la psychanalyse de comptoir, est-ce que c'est deux façons de vous mettre un peu partout dans tous les personnages de vos récits? Non, c'est juste que un personnage, c'est pas une personne. Un personnage, c'est une idée. Mais depuis le début, je ne pense pas que vous étiez à ce point-là dans cette histoire de fiction. Moi, ça me fait très plaisir, mais ouais. C'est un personnage, c'est pas une personne. Un personnage, c'est un véhicule pour une idée. Moi j'ai eu la chance d'avoir Clément Rosset comme professeur quand j'étudiais la philo à Nice. Et il nous expliquait à quel point Platon triche. Quand Platon fait un dialogue philosophique, il met en scène deux idées, qui sont deux personnages, sauf que lui, comme il fait ça pour éduquer les gens, il sait dès le début quelle idée va gagner. Il a raison, c'est comme ça qu'on enseigne. Simplement, moi je veux bien être moral, je veux bien qu'un récit soit forcément et religieux et moral, sinon il n'a pas de raison d'être. Simplement, je ne sais pas encore qui va gagner. La plus belle illustration de ça, c'est le premier roman de Stephen King, qui s'appelle Salem. Et comme Stephen King voulait écrire des romans d'horreur, il s'est dit, le plus grand roman c'est Dracula, je vais commencer par Dracula, je vais faire mon Dracula. Simplement, ce coup-ci, je vais faire gagner le vampire. Il y aura les chasseurs de vampires, il y aura ce personnage qui arrive, qui s'appelle le comte Orlok, formidable. Orlok, c'est le nom du Nosferatu de Murnau. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que quand ils ont fait le Nosferatu de Murnau, ils n'ont juste pas eu les droits de Dracula. Bon, pardon, je reviens à ça. Il écrit son Salem, et manque de bol, à la fin, le vampire perd. Alors qu'il avait prévu que ça se termine autrement. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, sur je voudrais revenir sur une chose, parce que ça, je ne l'ai pas raconté. Ce qui m'a beaucoup intéressé, pourquoi j'ai fait ce livre, je voulais réfléchir à comment on devient un vampire. Moi, on m'a demandé, mais tu y crois au vampire? Un petit peu plus que dans le bon Dieu. Ça veut dire pas totalement, mais c'est tout de même un personnage qui m'aide. Si je suis Bram Stoker, on devient un vampire quand on est mordu par un vampire. Ça, j'ai du mal à y croire, parce qu'au bout de 3 semaines, on serait tous des vampires, ça nous amènerait chez Kim Newman, ça n'irait pas du tout. Si j'écoute, comment elle s'appelle? Si j'écoute Anne Rice, il y a une autre explication. Alors Anne Rice, elle dit, on devient vampire quand un vampire vous a fait boire son sang. Alors ça, c'est une très belle explication, je l'aime bien. Donc c'est un don, on le choisit, etc. Mais il y avait un peu trop de tuyaux pour moi. Moi, j'avais besoin de quelque chose de plus très théâtral et qui me corresponde plus, que je ressente. Et c'est Guillermo del Toro qui me l'a un peu expliqué. Il dit, les revenants reviennent quand un drame a laissé tellement de répercussions que l'écho doit rester sur Terre. Alors là, cet écho, ça m'a intéressé parce que ça dit la littérature, ça dit les livres, ça dit l'envie de Nietzschéenne de ne pas éliminer quelque chose. Donc lui, c'est très simple, il devient un vampire quand on lui brise le cœur. Donc il se met à renaître au moment où son frère embrasse la nana qu'il était censé épouser. Donc à partir de là, il se réveille, il a une mission à accomplir, il ne sait pas laquelle c'est, et le drame de ce type-là, c'est pas d'être un vampire, ce qui n'est pas très très grave, son drame, c'est qu'il veut tuer personne. Donc il nous a transporté la culpabilité judéo-chrétienne même après la mort, et ça n'arrive plus à rien, et c'est de ça qu'il doit se soigner en fait, c'est de l'incapacité à tuer les gens. Peut-être ce qui est en cause là-dedans, c'est la manière qu'on a quand on raconte des histoires, parfois de croire qu'on regarde l'humanité au-dessus, de croire qu'on a le statut d'un moraliste et qu'on peut regarder les gens. Donc toute cette descente
qui consiste à s'autoriser à se mettre dans le lit des gens, c'est accepter de dire qu'on fait soi-même partie de la boucherie, qu'on n'est pas soi-même observateur pour toujours de ce qui se produit. Ouais, moi c'est ce que je trouve un peu surprenant chez le vampire, qui est déjà chez le grand vampire et donc chez Jonas, c'est que c'est un vampire qui subit un peu sa condition parce que il est hyper traditionnaliste, il est hyper moral, donc avant d'être mort, il vit, il est à la guerre et il vit dans une sorte de bordel entre guillemets où tous les soldats vivent nus et lui par contre il continue à jouer du violon parce qu'il ne veut pas tromper sa fiancée qui lui est promise, mais bon, elle n'a pas l'air non plus complètement emballée, mais lui, il tient bon alors qu'il voit son frère avec plein de femmes, et il tient bon, et du coup, il va devenir vampire, et il va être obligé de tuer, et pour lui, c'est juste horrible, donc, voilà, du coup, il mord les gens avec une seule dent, et ça, c'est vraiment très drôle, et c'est touchant. Est-ce qu'on n'est pas tous confrontés à ce genre de choses dans nos existences? C'est-à-dire, non seulement se rendre compte, ça on s'en rend compte très tôt, que nos bonnes actions ne sont pas rétribuées, mais en plus que les gens qui se comportent comme des cochons s'en sortent beaucoup mieux que nous. Ça me paraît très intéressant, et je me souviens, quand Grand Vampire est sorti aux États-Unis, il y avait, je vais voir les critiques Amazon, et il y avait une critique qui était sanguinaire, un type qui ne connaissait ni David ni Adam, et qui a dit Johann Sfar est manifestement un célibataire qui a eu une vie de barreau de chaise, je ne sais pas comment il dit ça en anglais, et dans Grand Vampire, il nous expose le manque de projet de sa propre vie. Sous-entendu, voilà un type qui saute une nana différente tous les soirs et qui, au manque de bol, je suis marié depuis 25 ans, j'ai 2 enfants et j'ai une vie très rangée. Mais cette haine du vampire qui n'a pas de but, ça m'a beaucoup intéressé. L'idée de ce personnage qui se réveille comme... Et c'est l'histoire de Peter Pan, un peu, ce personnage morbide qui décide de garder ses dents de lait, de ne pas grandir. Quand il revient chez sa mère, la porte est fermée, il y a un nouvel enfant dans le berceau. Donc il n'a pas d'autre objectif dans la vie de voler des baisers. Qu'est-ce que c'est voler un baiser? Si on lit James Matthew Barrie, toutes les femmes ont au coin des lèvres un baiser et un homme doit venir le leur chercher, et parfois, même après leur mariage, le baiser est toujours là. Donc Peter Pan décide qu'il va être le trouble fait, le Green Man, qui va venir voler ce baiser-là. Peter Pan, quand il va dans la maison de ces gens-là, c'est pas Wendy qui l'intéresse en premier, c'est la maman, puis après, et ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse que mon vampire soit ça. J'ai voulu que ce soit un personnage qui vole et qui ait ce projet-là, qui est un projet pas très courageux en fait, un projet esthétique. Et puis oui, le parallèle peut continuer, ils atterrissent au Neverland aussi, à cette zone dans laquelle ils n'appartiennent plus à rien, ils ne savent plus de quelle communauté ils peuvent faire partie. Oui, c'est ça. Vous citiez Nietzsche tout à l'heure, on va partir chez Nietzsche, mais moi j'y ai un peu pensé, parce que souvent, mais alors, avant le roman, même dans les bandes dessinées, j'ai l'impression que vous avez l'intention d'aller vers une espèce de Zarathustra, un personnage omniscient, comme ça, qui pourrait un peu décider, puis vous les aborder, parce que vous aimez leurs faiblesses. On est toujours entre le monstre d'un côté et Empédocle de l'autre. Je crois que je tiens tout entier dans ce moment du chat du rabbin où le rabbin explique à son copain le cheikh qu'ils ont envie de rester tous les deux dans le désert et pas se préoccuper des autres. Et dans toutes les recherches, qu'elles soient scientifiques ou artistiques, il y a le moment où on est en recherche et le moment où on raconte. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que parfois, la réelle intégrité qui consiste à livrer brut ce qu'on a fait, parce que pour nous, ça rime à quelque chose, c'est l'envie de la chute, c'est l'envie de ne pas être compris. Et parfois, on enrobe son propos dans une forme dont on sait qu'elle va être acceptable, qu'elle va être reçue, qu'elle aura sans doute du succès. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parfois, on me demande si je suis maso quand je balance parfois au public des projets dont je sais que je vais me faire engueuler, dont je sais qu'ils vont absolument pas se vendre, et dont je sais qu'on va me dire que j'ai fait des graffitis. Mais j'en ai besoin parce que pour moi, c'est le seul moyen d'échapper au marché, d'échapper au spectacle et d'échapper à l'exigence commerciale que je réfute dans mon métier. Je crois, j'ai pas l'habitude de me gargariser de mes ventes, mais elles ont une telle disparité que du coup j'aime bien en être fier. Mon camarade Manu Larsenet a la chance, ou la malchance, que chacun de ses ouvrages se vende entre 100 et 150 000 exemplaires. Donc c'est formidable, il a un pacte avec ses lecteurs qui est très confortable. Je crois que je suis le seul auteur dont les ventes sont entre 4 000 et 2 millions d'exemplaires.
Pasquine, c'est 4000 exemplaires vendus, Le Chat, c'est 2 millions, après avec beaucoup entre les deux. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça me met dans une situation d'inquiétude, de sentiment d'injustice. De toute façon, tout est injuste. Quand ça marche, je trouve ça injuste. Quand ça marche pas, je trouve ça injuste aussi. Et ça m'aide à créer une espèce de gang dans laquelle je peux travailler tranquille. Donc j'ai fait ma tranquillité là-dedans. Je veux jamais cesser d'être un fanzineux. Je veux jamais cesser d'être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et les rares fois où j'ai eu le sentiment de maîtriser un métier de narration, j'ai tout de suite tapé dessus. J'ai la chance depuis quelques années de fréquenter beaucoup Guillermo del Toro et ses scénaristes. La chose qu'ils détestent le plus, et ça on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tous fascinés par les scénaristes américains, la chose qu'ils détestent le plus, c'est ce qu'ils appellent la formule. Le scénariste qui connaît son métier et qui le refait à chaque fois, c'est la chose qu'ils haïssent le plus. Et nous, on rêve tellement de le faire qu'on n'y arrive pas. Et donc les rares fois où j'ai eu le sentiment de savoir faire quelque chose, j'ai très vite tapé dessus à coups de talon. Vous avez plus ou moins répondu à une question qui m'a intéressé, que j'avais envie de vous poser. Vous faites la différence entre les ventes de Pasquin et du Chef du Rabaron, je crois, je crois 4 000 et 2 millions, mais la différence, c'est quand même que Pasquin est sorti chez l'association, si je me souviens bien. Non, c'était après ? Non, mais Persépolis est sorti à l'association et elle a dû se vendre à 3 millions d'exemplaires, donc ça n'a rien à voir. D'accord, mais c'est un... c'est pas une question, est-ce que vous retourneriez chez un éditeur indépendant, veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Un éditeur avec des promesses de vente moins fortes, une capacité de diffusion moins forte. Ça ne veut absolument rien dire. L'association est diffusée par les belles lettres, elle s'est diffusée avant tout seul. Les bouquins de Guy Delisle sont entre 150 et 200 000 exemplaires. Les bouquins de David B ont été traduits dans le monde entier. Je crois que l'association, quand elle était correctement gérée, était à peu près l'éditeur qui faisait le plus de fric en France. On avait... Pardon ? Non, c'est juste que on a foutu en l'air le vivier de création de bande dessinée française en 10 ans, pour une raison très simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une édition alternative de bande dessinée qui était créative, provocante, bizarre, et qui en plus était rentable. On avait une édition mainstream, ou appelons-la comme on veut, qui était totalement industrielle, qui était lisible, dont on comprenait le travail, et qui faisait un travail intéressant, parce que ça s'opposait, ça construisait, tout ça. Et à un moment, les auteurs de l'édition alternative se sont mis à essaimer ou à créer des collections un peu partout. Et ça, c'est formidable. Moi, je le vis d'autant mieux que dès ma première publication, j'étais à la fois chez des éditeurs entre guillemets commerciaux et ensuite alternatifs. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'édition alternative a décidé de pratiquer une espèce d'autodestruction. C'est-à-dire qu'on s'est dit, puisque ce qu'on fait est copié ailleurs ou essaime ailleurs ou quoi, on va faire preuve de mauvais caractère. Et il y a eu, je crois qu'il faut juste avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, les livres trouvent leur public. Et aujourd'hui, quand des livres ne se vendent absolument pas, que ce soit chez Gallimard ou chez Dargaud ou à l'association, c'est qu'il y a peut-être un problème avec ces livres-là. Maintenant, de manière plus large, on a un vrai problème en France de librairie. Je crois qu'ici c'est plus solide, mais j'en suis pas certain. En France, on a eu en l'espace de 3 ans la désaffection des ventes surface, la vente des Virgin et la Fnac qui est en vente depuis 3 ans. On nous avait dit, ces catastrophes-là ne vont pas être compensées, les libraires indépendants vont être les premiers à en souffrir. C'est pas ce qui se produit. Les libraires indépendants se portent bien, ont des chiffres qui augmentent depuis 6 mois, donc ça c'est une petite raison d'espérer. Moi, je ne peux pas ne pas être en colère contre le travail éditorial qui est fait en France en bande dessinée. Je peux juste raconter ma petite expérience personnelle, mais elle me paraît assez parlante. Je m'occupe d'une collection chez Gallimard qui s'appelle Bayou, qui s'adresse à la jeunesse et au grand public, qui a pour but de mettre des auteurs de bande dessinée dans des récits qu'on pourra trouver dans la littérature générale. On se force à ne pas faire plus de 10 livres par an. On en refuse énormément, on les fait retravailler, etc. Et on se trouve à côté avec des gens qui pratiquent une surenchère telle que les libraires ne peuvent pas mettre les livres en rayonnage, que ça disparaît tout de suite. La réalité à laquelle je suis confronté, c'est la suivante. Je rencontre un jeune auteur qui m'amène un projet. Le projet est formidable. Je trouve que sur les 10 dernières pages, ça vaudrait le coup de retravailler quelque chose. Tout le monde est d'accord. Et l'auteur me répond, bah, t'as raison, je voudrais bien, mais à côté, ils me le prennent comme ça. Donc je vais le faire à côté. Donc, voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on se définit plus, sans doute malheureusement, par alternative et par mainstream, parce que d'abord les éditeurs alternatifs ont fait beaucoup d'argent, et ensuite l'édition mainstream a copié l'édition alternative.
Aujourd'hui, peut-être qu'on va se définir par le fait qu'il y a des éditeurs qui font leur travail et qu'il y en a d'autres qui le font moins. Il y a une reprise collégiale de l'association depuis quelques mois, dont je ne peux pas encore dire si elle va donner des fruits intéressants ou pas. Il y a Jean-Christophe Menu qui a créé une espèce de groupuscule jusqu'au boutiste que j'aime beaucoup. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, parce que là il y a quelque chose qui est tenu, qui a du sens et qui m'intéresse. Voilà, après, on est confronté à des choses très... Il y a des choses qu'on n'a jamais le droit de dire au public. On n'a jamais le droit de dire aux lecteurs qui sont beaucoup moins curieux qu'il y a 10 ans. Je peux raconter une petite anecdote très brève, mais les libraires n'oseront jamais vous le dire en face. Quand on sortait une BD il y a 10 ans, une très mauvaise vente, c'était 5000 ou 6000 exemplaires, et une très grosse vente, c'était 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, je ne dirais pas les titres, on a des livres à 400 exemplaires et on a des livres à 300 ou 400 000. Ça veut dire que les maladies de la littérature générale sont arrivées en bande dessinée. On a maintenant, aujourd'hui, et c'est malheureux, la promotion, ça marche en bande dessinée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on vous fait de la promo sur un livre, ben, les gens vont l'acheter. Et quand un livre sort sans promo, ben, ils ne vont pas l'acheter. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc il y a le sentiment, je me trompe peut-être complètement, et je n'ai pas l'habitude de râler autant, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a 10 ans, on a eu un âge d'or, avec une presse qui devenait curieuse de bande dessinée, avec un lectorat qui s'y intéressait, avec plein de nanas qui commençaient à s'intéresser aux bandes dessinées. Si vous me demandez où on est maintenant, je dirais qu'on est en plein reflux. C'est beaucoup moins de BD à l'époque. C'est vrai, il y avait beaucoup moins de BD. Il y a une chose, j'adore les mangas, j'adore les comics. Il faut savoir que pour un éditeur français, faire des mangas et faire des comics, c'est faire de la traduction. Donc quand le plus gros chiffre d'affaires d'un éditeur vient de travaux de traduction, le métier d'éditeur disparaît un petit peu. Je peux vous raconter une histoire. Après j'arrête. Je vais au Japon depuis longtemps, mais j'avais rencontré un ami qui y allait depuis encore plus avant moi, qui était le premier grand éditeur de manga en France, et il n'a eu que des succès. Tout ce qu'il a publié a marché, et je lui dis, mais tu as quand même une connaissance extraordinaire du marché japonais. Les 10 titres que tu as publiés, je vais pas dire son nom, les 10 titres que tu as publiés ont tous été des cartons. Comment tu fais pour les connaître à ce point? Il me dit, c'est très simple, j'ai pris les 10 titres qui se vendaient le mieux au Japon. C'est clair que c'est un sujet dont on pourrait parler. Pardon, non, mais parce que ça m'intéresserait aussi pas du tout, ça m'intéresserait aussi beaucoup d'en parler, c'est juste que on n'a plus beaucoup de temps. Non, c'est très bien d'être parti là-dessus. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste un truc. Je voulais juste pointer sur une chose que tu as dit juste avant, mais effectivement, moi ça me fait très plaisir que tu puisses dire je serai toujours un fanzine. Que tu puisses dire, et on verra si le temps le promet, que tu n'as pas la pression d'avoir eu ce succès très grand public, que tu pourrais retourner à autre chose. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est absurde. Parce que mon succès a toujours été absurde. Donc je peux pas trouver ça valide. Je peux pas trouver ça... donc si tu veux, quand on raconte que j'ai les chevilles qui enflent, c'est tout à fait vrai, mais j'avais déjà les chevilles qui enflent à 8 ans. Donc c'est pas mon métier qui a chanté ça, c'est moi qui suis prétentieux, parce que c'est ma nature. Mais je crois que c'était encore plus drôle quand j'étais complètement inconnu, parce que je prenais les gens de haut de la même façon, donc c'était drôle. On a encore 1000 questions à poser, mais on peut dire qu'on n'a plus le temps. Hein. Alors on a pas... Oui, on a un petit jeu. C'est pas un petit jeu, enfin si, pour... Je suis joueur. Super, parfait. En fait, la lecture, surtout la première partie de l'Éternel, nous a replongé dans beaucoup de lectures de BD, dans votre univers, parce qu'au bout vous avez créé une sorte de mythologie sparienne, je ne savais pas quoi dire. Et du coup, on s'est amusé à trouver plein de petits mots et on s'est dit que vous pourriez nous en causer une phrase par mot, ok? Oui. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, tu commences? On va pas tous les faire. Hein, il y en a pas dont tu as déjà parlé. Quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ukulélé. Ah oui, moi j'adore la musique, j'en joue comme une patate. Par contre, si vous aimez Dionysos, vous pouvez m'être reconnaissant parce que c'est moi qui ai offert son premier ukulélé à Mathias Manzieu. Je crois que j'ai offert entre 200 et 300 ukulélés depuis quelques années, donc le luthier François Charles me doit beaucoup. Et oui, ça m'a plu, c'est un instrument qui est très rythmique. Maintenant, on en joue trop, donc ça devient agaçant. Ouais, vous avez lancé une petite mode dans oui, le maintenant ça devient pénible. Oui, alors là, maintenant, ce qui devient pénible, c'est l'auteur de BD qui joue du ukulélé. C'est vraiment un truc... l'auteur de BD. Ça, je vous demande pardon pour ça. On est loin d'Angoulême, on n'entend pas trop ça. À moi, un autre mot, rousse. Mais alors, ça fait 2 fois qu'on me dit ça aujourd'hui. J'ai pas de fantasme particulier pour les rousses, c'est juste que ça s'imprime mieux en BD.
Quand tu fais des vampires, tu leur fais des cheveux rouges, ça rime beaucoup, c'est beaucoup plus... C'est pour ça que Hulk est vert. Hulk au début il était gris, mais personne ne le voyait, donc au bout de 3 numéros, ils l'ont rendu vert. Donc moi les rousses, c'est pour ça. Puis l'odeur, c'est pour moi. Je continue dans l'enregistre, alors avec Plantureuse. Oui, moi c'est horrible. Quand j'étais gamin, ça m'énervait que Hugo Pratt ou Manara ou tout ça dessinent tout le temps le même type de nana, ou Bernette ou Crépax. Et c'est horrible parce que j'ai la même maladie. En fait, j'ai 2 types de nanas. J'ai l'espèce de créature plantureuse avec des gros nichons et des pommettes hautes. Alors elle peut venir soit de Russie, soit du Maghreb, mais je change juste la couleur des cheveux. Soit des espèces de mannequins anglais filiformes à la Twiggy ou Jane Birkin. Ou alors il faut vraiment que je regarde quelqu'un longtemps et que je m'applique. Mais sinon, c'est vrai que je vais toujours faire les deux mêmes. Je suis désolé pour ça. Merci beaucoup, c'était super. Et puis donc une petite séance de signature tout de suite après. Mais oui, alors je suis confronté à un problème tout bête, je crois que j'ai pas de stylo. Vous avez des petits photos noirs, c'est ça. C'est ça.